Bien le bonsoir tout le monde. Oh, ce soir, parce que vous savez que pour YouTube, et donc je le reprécise aussi, sachez que les vidéos, les quotidiennes que je fais, donc les lundis et jeudis, on fait du blabla, on parle de trucs différents, on parle d'actu, et on fait un petit sujet, on traite d'un sujet, c'est comme ça les formats Kokesan, et le sujet en question aujourd'hui, c'est les boîtes de Marie-Antoinette. Vous allez voir pourquoi je veux vous parler des boîtes de Marie-Antoinette. Il va nous dire de quoi il nous parle, puisque ce sujet, je le mets également sur YouTube. Vous retrouvez sur YouTube les sujets, puisque maintenant que je fais ces formats quotidiennes, uniquement le sujet de tête, en l'occurrence, celui que vous voyez aujourd'hui, ce sera une boîte de Marie-Antoinette, ça sera demain sur YouTube. Et pareil pour tous les autres lives. Par contre, si vous voulez revoir le live entier, quand on blablate, quand on parle des actus, incluant évidemment le sujet du jour, ça vous les retrouvez sur Twitch. Donc c'est vraiment un petit bonus, je dirais, pour les subs. Il faut choisir sub pour pouvoir voir ça. Voilà. Je trouve que c'est bien parce que, comme je le disais précédemment, c'est de mettre des actus dans YouTube. Si vous tombez sur la vidéo 6 mois après, ça n'a pas un grand intérêt, je vous avoue. Et d'entendre notre blabla quand on parle de Maroc ou autre, ça vous intéresse peut-être pas forcément. Donc je fais ça comme ça. Donc coucou YouTube, je ne stream pas en direct sur YouTube, parce que je crois que Twitch, même s'il offre la possibilité, il n'est pas très chaud. Donc ce sera le live sur YouTube en parallèle. Tu dis finalement la pluie surtout le vendredi après la météo était fausse. Ah bon, eh ben écoute, tant mieux. Moi j'ai envie de dire tant mieux. Voilà. Avant de commencer ce sujet, je voulais aussi passer le bonjour, le coucou à Sacha. Sacha qui est un garçon, qui n'est pas très grand, mais par contre qui adore la culture japonaise, qui adore vraiment le Japon, les légendes, et qui est tombé sur mes lives. J'ai eu la maman, que je salue aussi, qui m'a dit que Sacha regardait les lives, et je trouve que c'est très apaisant. Donc merci Sacha, et je trouve que voilà, c'était appréciable aussi. Je voulais en parler juste pour vous dire que les contenus que je fais, j'essaye vraiment. Coucou Sacha Vegideo dit coucou Sacha, parce que je trouve que les contenus que j'essaie de faire, voilà, quand on a un enfant, des plus jeunes, quoi, voilà, des 10, 12 ans, vont regarder même les vidéos, je pense que le job, il est fait. C'est vrai que moi, j'essaie de partager au maximum, vous savez, mes passions, ou en tout cas dans ces lives autour du Japon, et que vous soyez adulte, ado ou plus jeune, et si vous arrivez à comprendre ce que je dis avec des mots, j'essaie au plus simple, d'être plus accessible et le plus clair, c'est génial. Donc voilà. Je sais que Sacha kiffe mes vidéos. Sa mère a dit, sa mère va sûrement entendre ce live, puisque Sacha regarde toutes mes vidéos maintenant. Donc elle entend toujours ma voix. Coucou la maman de Sacha. Donc voilà, elle entend toujours ma voix. Donc tout ça pour dire que voilà, merci Sacha. Et encore une fois, je suis très content de savoir que ce type de contenu peut aussi plaire aux plus jeunes. Allez-y, les boîtes de Marie-Antoinette, c'est quoi? Déjà en intro, je voulais juste vous parler de ce sujet. Pourquoi? Vous savez que dans mon métier, je fais beaucoup de sourcing pour des gens, des clients lambda, qui peuvent avoir des envies pour leur propre collection ou pour des cadeaux. Et en l'occurrence, j'ai eu une demande assez particulière d'un monsieur qui voulait offrir une boîte à sa femme, qui était passionnée, en tout cas qui a eu le coup de cœur pour les petites boîtes de Marie-Antoinette qu'elle a pu voir à Versailles et autres, je vais en reparler après, qui sont les petites boîtes laquées. Donc je voulais faire un sujet là-dessus, parce que je trouvais que c'était intéressant. Parce qu'effectivement, Marie-Antoinette, bon, je vous présente pas Marie-Antoinette, je vous ai quand même mis les dates, pour ceux que ça intéresse. 1755-1793, j'aurais pu faire un retour à la ligne qui va bien. Marie-Antoinette, je ne présente pas le personnage, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse réviser vos petites fiches d'histoire du collège, était une grande amatrice d'art décoratif, notamment les arts d'Extrême-Orient. Okay, et notamment, dans ces arts d'Extrême-Orient, les laques japonaises, l'artisanat japonais, mais essentiellement l'artisanat des lacs. C'est l'or, monseigneur, exactement, parce qu'il y a de l'or. Mais pas que. Je pense que pour moi, comme j'aimais... Qu'est-ce que j'ai écrit? Exhaustisme. Bon, vous avez compris ce que j'ai écrit. Pour moi et pour ceux qui... Pas que moi, les chercheurs le disent, il y a eu un double amour de l'artisanat japonais. Premier amour, c'est évidemment le côté exotisme, dans le sens où, à l'époque, on se remet, 18e siècle, on est Edo au Japon. Vous êtes français,
même si les échanges, je ne vais pas détailler cette partie-là qui risque d'être un petit peu compliquée, les échanges avec l'Extrême-Orient, donc le Japon, bref, l'Asie. Évidemment, vous, ici, vous collectionnez en France, à Paris ou à Versailles, des boîtes qui viennent d'un pays à l'autre bout du monde. Je vous rappelle que vous n'avez pas d'avion hein, à l'époque. Assez incroyable. Donc il y a le côté exotique. Alors exotique dans le terme, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, je suis désolé, j'ai écrit exotisme, mais c'est exotisme. Le côté exotique, c'est que ça vous avez un objet qui vous fait penser à un autre pays, qui vous fait complètement voyager. Mais aussi parce qu'à l'époque, évidemment Marie-Antoinette aimait les belles choses, hein, et aimait, comme le disait Virgilio, tout ce qui est doré, bien entendu. On ne s'appelle pas Marie-Antoinette... ça va avoir des choses dorées. Foutez-vous de moi, allez-y. Et donc, j'aime bien quand même quand tu dis crois qu'elle est l'élue pour résoudre tous les mystères du cosmos. J'aime bien cette idée. Non, mais après on va dire, attends, les gens qui écoutent Kogei et tout, après ils ont la grosse tête et tout, même le Kogei, la grosse tête, paf. La grosse tête, attends, faut que je mette ma grosse tête dans le chat, là. Tu vois, ma grosse tête avec mon crâne qui n'est pas luisant, d'ailleurs, je remarque, enfin, qui est surtout bronzé. Légèrement. Et je vous laisse miser d'ailleurs entre vous, savoir combien de temps mon léger bronzage va tenir. Voilà. La blague qui part trop loin. Exactement. Donc non, pour cette petite boîte, vous voyez, je vous ai donné un exemple ici, je vous disais, il y a ma trombine qui est sur le dessus, mais il y a une petite légende, c'est pas trop grave. Ce sont des boîtes là, pour le coup, des boîtes de livres de la période Edo. Donc ouais, on est quand même sur des objets qui sont laqués, très dorés. Je précise que je ferai un sujet sur la technique des lacs, les différentes techniques de lacs japonaises, donc ça je ferai plus tard. Très rapidement, puisque je vais rentrer dans le détail des objets, les lacs, les boîtes que vous voyez là, sont des lacs japonaises. Qu'est-ce que c'est? C'est donc à la base une boîte en bois sur laquelle on a eu plusieurs couches de lac. La lac, c'est quoi? C'est la sève d'un arbre. Donc on va mettre plusieurs et parmi ces couches, on va rajouter un petit peu d'or, de la poudre d'or. On va aller, entre guillemets, dessiner des paysages, des fleurs, des oiseaux avec l'or. On va remettre des couches de lac, ce qui fait que vous avez tout un dessin en or sur une base qui est une base encore une fois, qui est issue de la sève d'un arbre. C'est ce qu'on appelle les lacs japonaises. Je ferai un live là-dessus, j'en avais fait, mais je pense que ça remonte à 2 ans, donc on refera quelque chose dessus. Je vous mettrai le lien qui est là après, comme ça ouais, je vous mettrai après le lien qui est pas mal du tout. Tu me parles des lacs ou tu parles de mon front? Alors, vous avez... C'est intéressant ce que tu dis, Virgilio, au niveau des lacs, pourquoi c'est mat et pourquoi ça brille. En fait, c'est des techniques de finition. Maintenant, très souvent, les lacs extérieurs, on voit l'intérieur brille assez souvent. L'extérieur, effectivement, par usage, aura tendance à se patiner, va être moins brillant, mais par usage. Voilà. Après, je dirais que vous avez des lacs, ce qui n'est pas, en tout cas, ce que je suis en train de dire là, il ne faut pas être généralisé, puisque vous avez des lacs, des boîtes en lac, moi j'en ai, qui sont des lacs brillantes sur l'extérieur. Donc c'est vraiment un souhait, une volonté de rendre un effet plutôt mat, notamment avec l'usage des différentes, je vous ai dit, des différentes, entre guillemets, particules de métal qu'on va pouvoir ajouter. Donc là, des enjeux. Mais très souvent, sur les boîtes les plus anciennes, notamment tout ce qui est boîte de la période Edo dorée, on va avoir cette laque qui va avoir, comme on peut le voir ici, Edo 18e, évidemment Marie-Antoinette. Quand c'est un petit peu plus marron comme ça, c'est souvent Edo, c'est que vous avez la laque qui est au fil du temps, voilà, c'est un petit peu matifié. Oui, tu pensais mieux. Je m'attends à tout avec toi. Donc, Virgilio me dit qu'il ne pensait pas à mon crâne. Le noyau de la collection de Marie-Antoinette. Vous voyez, moi, je suis content. Ouais, je suis content. Donc, le noyau de cette collection de Marie-Antoinette, bon, elle n'a pas créé sa collection de toutes pièces. Au tout départ, ça s'est fait avec des legs de sa maman, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. Alors, je ne vous fais pas tout le topo. Si ça vous intéresse, je vous laisse regarder toute l'histoire de Marie-Antoinette, Autriche, tout ça. Je crois que c'est à Londres que j'ai revu ça aussi. Vous savez, toute la monarchie française, allemande, autrichienne, anglaise. Tout ça, c'est pas moi. J'ai étudié l'Asie, donc je vous avoue, toute cette partie-là, ça m'a mis un petit peu, j'ai mis ça de côté. Maintenant, ce qui est intéressant d'un point de vue artistique, c'est de savoir que
celle qui a surtout collectionné des objets au tout départ, donc je vous ai mis environ 50 boîtes, c'est quand même Marie-Thérèse d'Autriche. Et c'est en 1781, je vous rappelle que Marie-Antoinette est née en 1755, c'est à partir de là qu'elle va commencer à créer une collection. C'est-à-dire elle a vraiment eu une passion pour des boîtes collectionnées par sa mère, et progressivement elle va enrichir ses collections avec des objets qu'elle va acheter auprès de marchands parisiens qui eux-mêmes importent des choses depuis le Japon. Je vous ai mis des noms qui sont connus, on a Julio, Daguerre, Lebrun, etc. Et puis on a aussi des ventes de grandes collections, des ventes aux enchères, comme on a aujourd'hui, mais de grandes collections, notamment celle de la duchesse de Mazarin, puisque finalement tous ces aristocrates avaient un amour pour le Japon, et donc tous ces aristos avaient tendance à aller collectionner des pièces, et évidemment, après, ça se revendait, etc., etc. Vous avez compris, comme aujourd'hui, quoi. C'est juste qu'à l'époque, ceux qui pouvaient se permettre d'acheter ce genre de pièces, c'était uniquement les aristocrates. La collection de notre Marie-Antoinette nationale, c'est une collection qui est devenue quand même assez importante, puisque comme je le mets ici, il y a eu une 60aine de pièces, et progressivement, en fait, ce sont des pièces qui ont été variées. C'est-à-dire que elle va avoir des pièces, comme vous pouvez le voir ici, en haut, là, au-dessus de ma trombile, qui est une boîte en forme de chien, sur une table basse. Donc ça, c'est pareil, c'est Edo. Vous pouvez l'avoir au au château de Versailles. Donc vous voyez, un objet qui est quand même atypique. C'est pas l'objet qu'on voit traditionnellement au Japon, voilà, c'est des choses qui ont été faites aussi pour intéresser l'Occident, pour intéresser ces riches aristocrates qui voilà, voulaient un objet avec les techniques japonaises, avec quand même quelque chose de japonais, évidemment, d'asiatique. Il faut savoir qu'un objet comme ça, vous n'en trouviez pas. Aujourd'hui, ça peut paraître commun, mais à l'époque, en Europe, ce genre d'objet, vous le trouvez pas, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc imaginez le côté exceptionnel de ce genre de pièce. Après, évidemment, d'un point de vue artistique, si je m'arrête sur l'objet en lui-même, je trouve que le travail de laque, de dorure est assez incroyable. Je ne sais pas si vous le voyez, peut-être si vous êtes sur portable, ça vous en rendez peut-être moins compte, mais on est sur je dirais quelque chose de très lisse. Et ce petit chien là, on pourrait même le prendre dans les mains tellement même il est réaliste. Voilà. Et je vous le dis encore, c'est une laque et du bois et laqué. Pardon. Il voyageait par où les objets cherchant les différentes guerres européennes. Et justement, ça c'était un sujet que je voulais aborder après, faire le topo, pas après, là pas dans ce live, mais dans un autre live, sur les parcours de ces objets. On en avait parlé l'autre fois, notamment par les Hollandais, puisque c'est vrai que ceux qui ont, quand j'avais parlé des céramiques Satsuma, ceux qui ont vraiment géré le transport des objets, c'était les Hollandais. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Maintenant, j'ai envie de creuser un petit peu cette partie-là, justement. En fait, ça me plaît un peu de fil en aiguille. Moi, c'est vrai que je suis venu sur ce sujet des boîtes de Marie-Thérèse d'Autriche. Je sais qu'il y a quand même des choses qui ont été documentées pour savoir si justement, est-ce que c'est par quel transporteur, est-ce que ça vient de quelle région, est-ce qu'on arrive à avoir l'info de telle et telle région. Voilà, je vais essayer d'avoir des infos. Et vous voyez, moi, ce qui m'intéresse dans ce genre d'objet, alors après, attention, je reprécise quand même, je ne vais pas passer 3 heures à étudier la chose, parce que pour moi, d'ailleurs, ça a sûrement été étudié. Je ne suis pas chercheur universitaire où je vais passer des jours et des jours à essayer de refaire, ce qui serait génial à faire, refaire toute l'histoire du petit chien là, que vous avez au-dessus de moi, là. Ce qui serait vachement bien. Je pense qu'on peut arriver à le faire, puisque tout était documenté à l'époque. Retracer son lieu de fabrication, si on arrive à savoir par qui, et le transport, comme tu dis, la Compagnie des Indes, landaise ou anglaise, on a, Compagnie des Indes, il n'y a pas les deux, il me semble. En tout cas, la compagnie qui gérait tout le transport, c'était la Hollande. Mais voilà, moi j'aimerais bien connaître un petit peu plus, enfin étudier ce point-là, c'est-à-dire que je me détache un peu des objets, moi je suis dans les objets, mais me détacher des objets pour essayer un peu de comprendre, refaire le tracé, peut-être pas de tous les objets, mais peut-être d'un des objets, voir si on arrive quand même à trouver les infos. On peut prendre une casquette de détective, je trouve que ça peut être sympa. Tu dis merci la contrebande. Bon, là, est-ce qu'elle l'a acheté, voilà, auprès d'un marchand le marchand, lui,
comment il s'est fourni, est-ce que c'est le transporteur, je pense pas qu'il passe commande à Michel, ah, Michel, tu me ramènes, lors de ton prochain transport, tu me ramènes s'il te plaît 2 boîtes, enfin, je pense pas que ça s'est pas passé comme ça, donc voilà, ce truc, cette magouille, quoi, entre celui qui voulait l'objet, Marie, Antoinette ou autre, le marchand potentiel, le transporteur. Je crois pas que Marie-Antoinette, elle a pas appelé FedEx, coucou, le FedEx de l'époque, tu me ramènes aussi une boîte? Je pense pas. Elle passait par un intermédiaire, donc, à mon avis, tous ces jeux d'intermédiaires, voilà. C'est un truc que j'ai envie d'étudier parce que je me questionne. Je sais pas si je vais avoir l'info. Je me questionne. Je pense que ça a déjà évidemment été étudié par tous les spécialistes du 18e et de cet amour pour l'exotisme. Donc dès que j'ai les infos, je vous en parlerai. Je ne sais pas si je ferai un live là-dessus. Ça pourrait peut-être un petit peu pointu, mais en tout cas, si j'ai des sources, je vous les communiquerai avec grand plaisir. Et puis voilà, on est sur une collection qui est quand même assez importante et imposante. Je vous donne tout de suite les liens. Alors malheureusement, le livre que vous voyez là, qui s'appelle Lac du Japon, il n'est plus disponible. Enfin, il n'est plus disponible pour un tarif acceptable pour le commun des mortels, puisque ce livre-là coûte aujourd'hui, j'ai vu sur le marché, il peut éditer 500, 600, j'ai vu des bouquins à 650 € le bouquin. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir, allez-y. Il y avait Amazon Prime, sûrement, ou FedEx, le FedEx de l'époque. Je vous mets le lien d'un forum, parce que là j'ai pris d'ailleurs la plupart des images, plein d'infos, et qui peut-être répond, hein, je suis pas allé plus loin dans le forum, peut-être, alors je pourrais même poser cette question. Alors ça remonte à un sujet qui remonte il y a 10 ans. Si ça vous intéresse, je ne sais pas si vous êtes un passionné de cette période, sachez que vous avez un forum Marie-Antoinette, forum actif. Je ne sais pas si le forum est encore, entre guillemets, actif aujourd'hui. Sachez juste que vous avez un forum, et je pense que, si, je dis bêtise, si, vous avez encore des gens dessus, avril, mars 2025. Vous avez le forum sur Marie-Antoinette. Je savais que ça existait, des forums, encore des forums aujourd'hui, sur Napoléon, par exemple. Et si vous aimez Marie-Antoinette, vous voulez en savoir plus, c'est une mine d'informations incroyable, ce forum. Franchement, pour avoir cherché plusieurs sources, je suis tombé sur ce forum, qui eux-mêmes, qui sourcent, les posts très souvent vont sourcer, très quali. Bravo, merci à tous ceux qui participent à ce forum. Si un jour vous tombez sur ce live, et vous avez le fameux livre là, qui me paraissait très bien, mais malheureusement plus du tout disponible, ou sauf si vous avez vraiment un petit billet de 600 € à mettre dedans. Donc vous avez des pièces qui sont différentes, je dis les boîtes, mais vous avez des plateaux, vous avez plein de choses, mais le cœur de la collection, ça reste quand même évidemment les boîtes. Dans ces boîtes, vous aviez des boîtes qui étaient vraiment des boîtes de formes variées, comme vous pouvez le voir ici. Pas forcément uniquement sur la petite boîte carrée ou rectangulaire, comme on pourrait l'imaginer. Exactement, vue vidéo, la base, le partage. Eh oui, mon ami, je sais. Eh bien, franchement, quand je retombe sur des forums qui sont encore actifs, mais je trouve ça trop bien. Tout le monde, tout ça c'est Facebook avec les groupes. Les gens ils se sont dit on va aller dans les groupes Facebook. Moi perso je suis plus du tout sur Facebook, hormis pour gérer mes pages. Mais non, même pas, t'as même pas la même interaction sur un groupe Facebook. Voilà, t'as le Discord, mais vas-y, Discord, des communautés comme ça qui existent depuis plus de 10 ans, 15 ans, ils vont pas sur Discord. Donc c'est trop bien de savoir qu'il y a encore des forums qui existent. Et des forums de passionnés qui échangent. Moi, dans mon domaine, qui est le domaine notamment des arts ou des armes et armures japonaises, on a des forums qui existent depuis 15 ans, depuis le début d'Internet, qui existent et qui sont toujours actifs. C'est assez fou, quoi. Donc ça, c'est cool. Donc là, des boîtes de toutes sortes. Vous avez des boîtes qui vont servir, je vous l'ai dit, pour de l'encens, je vais en parler un petit peu après, des boîtes pour des LED, vous avez des petites boîtes, tout simplement des petites boîtes de rangement. On est sur des boîtes, là, en l'occurrence, vous voyez, rondes, avec une base potentiellement avec des ronds. Vous avez la boîte dans la boîte. Je cherchais mes mots. Cette grande boîte là qui ressemble un peu à un tambour, vous avez le couvercle, vous avez le plateau, vous avez la boîte qui elle-même contient pas de petites boîtes. Vous voyez, on est vraiment dans le jeu des boîtes. Et ce qui est assez intéressant, donc ça c'est vraiment 18e Edo, on est plein dans Edo. Elles ont été, parce que en fait j'ai des petites légendes qui sont sous ma tête, sous ma vidéo, c'est pour ça que vous me voyez regarder là. Elles ont été transférées au musée du Louvre à Guimet, puis à Versailles en 1965.
Voilà. Donc toutes les photos que j'ai mis là sont des photos, j'ai mis quand même les crédits au cas où on me demande. RMN Grand Palais par Thierry Olivier, que je salue. C'est toujours un petit peu compliqué de prendre des photos qui sont bon, pas été shootées par moi, l'objet, donc je préfère citer aussi les photos. Et ça, c'est un peu la grande différence avec les musées américains, ou allemands. Les photos, ou anglais, vous utilisez les photos libres de droit. En France, on a les crédits à chaque fois. Enfin, je dis et c'est les crédits, je l'ai dit. Donc les photos sont les photos RMN Thierry Olivier. Comme ça, c'est dit. On est loin d'esprit Mojo Wabi. Exactement. On est loin de cet esprit. Par rapport à ce que tu dis, le vidéo, par rapport à ceux qui regardent voilà, ce live, qui disent de quoi il parle, Mojo Wabi. Bon, c'est juste pour comprendre que les objets que vous avez sous les yeux sont très chargés, sont très décorés, sont très dorés. C'est du bling-bling, le bling-bling du 19e. Là, je sais pas si vous voyez, vous avez des chichis, des petits, vous savez, les petits lions. Vous avez des fleurs, vous avez des arbres, vous en avez plein les yeux. À la différence, effectivement, du wabi, du mujo, de cet esprit plutôt du vide, où on essaie d'avoir les choses les plus pures possibles, où il n'y a pas trop de dessins, pas trop de dorure. Donc là, on est complètement à l'opposé. Exactement. Mais j'ai des demandes, j'ai des demandes pour des boîtes comme ça, voilà. Aujourd'hui, de gens qui veulent avoir ces petites boîtes. Je dis que c'est petit, vous vous en rendez pas compte là sur les photos, mais ce sont des boîtes qui peuvent mesurer 6-7 cm par 7. En l'occurrence, la petite boîte qui est sympatoche à gauche là que vous avez, elle fait 7,3 par 6 par 7. 7, 6, 7. C'est des tout petits objets. Donc ce sont des objets qui, aujourd'hui dans le cadre de collection, vont pouvoir se collectionner, vont se mettre dans un petit meuble vitrine, à côté d'autres objets. Donc c'est pas des choses, c'est pas bling bling. Bien entendu, à Versailles, il faut comprendre que ces boîtes-là, c'est un complément au mobilier qui est juste bling bling. Quand je dis bling bling, c'est beaucoup de dorures, beaucoup de laques chinoises, japonaises, vous avez de tout. Ça, il y en a partout. Mais les boîtes que je vous montre là sont vraiment des petites boîtes qui font que 6-7 cm. Un noir et or, celle-ci est sympa. Très très sympa. Qui on peut voir qui est un petit peu moins détaillé, peut-être, si je dois comparer avec d'autres choses, mais qui est assez incroyable aussi avec cette laque qui est plus foncée, qui est plus classique, qui va se rapprocher là des objets qu'on va voir plus tardifs, plutôt à Meiji, plutôt 19e. Voilà. Donc là, on est vraiment fin Edo et on va se rapprocher vraiment, encore une fois, de ce qu'on va voir après. Et puis là, on a aussi un coffret en sang, donc c'est une petite boîte, de petits coffrets qui va faire voilà, quelques centimètres et dans lequel vous avez des petites boîtes. Vous imaginez, je pense aussi, c'est aussi le plaisir d'avoir la mignonnerie. Vous savez, un peu quand on a les figurines, des petites choses qu'on aime bien ouvrir, le côté tout rikiki, et en même temps si précieux, si finement détaillé, finement réalisé. C'est ça aussi qui fait je dirais le chic de la collection de boîtes japonaises. C'est que vous avez certains objets qui est beau, mais c'est un petit objet, le côté tout mimi, tout mignon, qui en plus était, si on se recadre dans l'optique des objets japonais, étaient des objets qui étaient utilisés. C'est des boîtes pour ranger, pour l'encens, des boîtes pour les lettres, etc. Cuivre doré. Oui, voilà, on a des choses qui sont assez intéressantes puisque on peut avoir des objets qui vont être pas forcément qu'en bois. Il peut y avoir effectivement du cuivre et il peut y avoir effectivement d'autres supports. Pourquoi le cuivre? Parce qu'à l'époque, évidemment, le cuivre doré, le laiton vont être utilisés aussi en matériaux. Et ce qui est assez intéressant là-dedans, c'est que finalement, je trouve qu'à l'époque, on a pu se faire plaisir en mêlant des objets, des créations faites au Japon, avec goût pour l'Occident, des choses faites en Occident, en Europe, au goût japonais, et ça c'est vraiment très intéressant. Petit aparté sur les petites boîtes à encens, d'autres, que je trouve qu'on retrouve sur internet, des choses, moi j'ai proposé, celle-ci c'est celle que je propose par exemple, qu'on appelle des Kogo. Ces petites boîtes font 6 cm, donc on est vraiment dans le détail. Vous avez un petit objet que vous tenez dans les mains et sur lequel vous allez pouvoir effectivement passer du temps à regarder le petit lion, à regarder l'or, le nashiji, différentes techniques de lac. Donc ce sont des choses que vous allez trouver aujourd'hui, qui se collectionnent aujourd'hui. Voilà. J'avance sur mon histoire. Vous avez aussi des boîtes de plus grande taille, comme je mets ici, des boîtes qui vont faire plutôt 10 cm. Alors, de grande taille, c'est pas des boîtes qui font 40 cm, mais voilà, on est à 11 cm, 12, 15 cm,
À gauche, vous avez voilà un petit plateau avec 3 petites boîtes. À droite, vous avez une boîte qui ressemble à ce qu'on appelle les jubako, mais là aussi c'est une petite boîte jubako pour mettre la nourriture, etc. Là, c'est une petite boîte à encens, donc à 3 niveaux. Je ne sais pas si vous voyez les niveaux. Clac, clac, clac. Donc ça, généralement, ce sont des boîtes qui peuvent faire 15-30 cm de largeur, donc des grosses boîtes, hein, assez hautes. Voilà. Bon, bah là, vous imaginez que ça, c'est la version rikiki, miniature. Donc, et pourtant d'une finesse assez incroyable dans le résultat. Là, à gauche, c'est là aussi une pièce qui est maintenant à Versailles, qui avait été Louvre-Versailles. Là, à droite, c'est une pièce qui est visible, qui, en tout cas, je crois, qui est visible à Versailles, à confirmer, ce qui a été passé là aussi, il me semble, à Guimet. Les screens sur un catalogue. J'ai utilisé la plupart des visuels depuis le forum, qui sont très bien, ou sur les bases RMN. Mais en fait, le forum utilise les bases RMN, donc ça a été plus simple pour moi. Voilà. Les photos, certaines, je pense effectivement, comme celle-ci par exemple, enfin, je m'étouffe, est tirée à mon avis du catalogue des lacs. Je l'ai jamais vu ce catalogue. Donc je pense, ah bah, tu le trouveras pas, hein. C'est celui-là le catalogue, tu dis que tu veux la ref. Les lacs du Japon, collection Marie-Antoinette. RMN. Voilà. Donc c'est une publication RMN. Peut-être qu'ils vont la republier à nouveau, hein. Mais voilà. Donc tu as des photos effectivement Grand Palais, puisqu'on a des objets qui peuvent être issus effectivement de RMN Grand Palais, des objets Versailles, Guimet, Louvre, donc on peut retrouver les photos. Donc toujours un peu compliqué de faire un peu la course au niveau de ces photos. Voilà, en l'occurrence, là, la photo, c'était issu du musée du Louvre. Maintenant, la boîte que vous avez ici sous les yeux, c'est une boîte qui est très particulière, peut-être une qui est, je trouve, une des plus belles, qui est vraiment dans ce goût pour l'exotisme et pour le Japon. C'est en l'occurrence un écritoire, donc une boîte. Alors, on n'avait pas que des petites boîtes à encens, on avait aussi des objets plus grands, comme ici cet écritoire qui fait 23 cm, hein, donc vous imaginez un grand carré, 23 par 23, qui représente une poétesse. J'en pourrais peut-être en reparler. Hein. Ono no Komachi, qui est magnifique. Donc ça, c'est vraiment typique. Hein, vous savez, des représentations de la période Heian, donc 8e siècle. Et vous avez donc là-dessus donc la poétesse, avec un poème, tout ça en lac. Hein, je rappelle, on est sur du bois laqué, avec un piétement, avec ces petits hommes là, ces petits porteurs dorés avec des petites cloches, où là on voit on est un peu à la limite de la Chine, vous voyez, on est sur un mélange de, puisque évidemment là ce que vous voyez là on n'est pas Japon, les petites cloches on n'est pas Japon, on est vraiment dans un mélange des cultures, et bref on a envie de faire plaisir à l'Occident quoi. Donc ça c'est vraiment une boîte qui est assez magnifique, vous mettez si vous voulez trouver sur internet Ono no Komachi, vous allez retrouver facilement la photo. J'avançais pour terminer sur ce point sur le Marie-Antoinette, et puis je terminerai par 2-3 actus. Les aiguières associant lac japonaise et monture européenne, là aussi c'est une spécificité de la collection de Marie-Antoinette. Les aiguières, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ça, hein, si vous ne savez pas ce qu'est une aiguière, c'est une sorte de gros... comment je peux dire? Une grosse bouteille avec un bec verseur. Voilà, on va dire comme ça. Vous pouvez mettre votre punch, limonade, ce que vous voulez, gin, tonic, comme vous voulez. Ça vous permet de verser ce que vous voulez. Donc là, ce qui est intéressant aussi, dans cette paire, qui est assez unique, hein, évidemment, on est sur une paire, comme vous pouvez le voir et l'imaginer, on n'est pas du tout sur une pièce qui est japonaise dans son rendu. Ça, vous dites bien que ça pas... Même si vous connaissez pas bien l'artisanat japonais, vous dites ça c'est bizarre, c'est pas japonais, on dirait peut-être un truc égyptien, on dirait un truc... Bon, vous savez que ça c'est tout le mix justement de ces objets qui ont intégré du Japon, qui se sont nourris de toute cette culture du 18e, vraiment passionnés par l'étranger, voilà, les pays étrangers, les cultures étrangères, et on est sur des objets qui évidemment s'inspirent de plein d'éléments d'histoire. On a même, vous voyez, des petites colonnes, là, je ne sais plus si c'est corinthien celle-ci. Bref, on est sur un objet vraiment atypique, hein, vraiment atypique. Et je crois qu'elles sont au Louvre, celles-ci. Et voilà, ce genre d'objet, c'est particulier. C'est pas les petites boîtes,
mais c'est très très fort. C'est très très fort. Ils sont forts, ils ont adapté leur œuvre. Exactement, c'est vraiment ça. Ils sont très très forts à l'époque pour faire des pièces extraordinaires comme ça. Et d'ailleurs, dans ce type-là, on a retrouvé, c'est ce qu'on voit en Angleterre, c'est ce qu'on voit dans... je dis en Angleterre parce que c'est encore là où je parlais de la Wallace Collection quand on avait fait un précédent live. Vous pouvez voir encore du mobilier, vous pouvez voir encore des objets japonais ou mêlant Occident et Japon. Et c'est vraiment là où vous allez vous rendre compte que au XVIIIe siècle, on va évidemment collectionner des objets, mais on va vraiment apprécier le fait de s'inspirer et de créer des nouvelles choses. Et dans cet ordre-là, il faut savoir que Marie-Antoinette, pour ranger toutes ces petites boîtes, ces petits objets, tout ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé évidemment à quelqu'un de faire un mobilier. À l'époque, on avait un très grand nom du travail du bois, un ébéniste qui s'appelait Riesner. Je vous l'ai mis en gras, je vous laisse regarder si ça vous intéresse son nom, qui a fait beaucoup de mobilier, et notamment des encoigneurs. Les encoigneurs, c'est un type de mobilier à gradins, pour pouvoir mettre ces petits objets dessus. Et au milieu de ces deux encoignures, il avait créé un objet, donc ça on le sait par les textes, un meuble vitré dans lequel vous imaginez le meuble que vous achetez aujourd'hui pour mettre vos petites figurines. Vous imaginez, bon voilà, c'était le meuble en bois laqué, avec des dorures, des bronzes, plein de choses, on avait plein les yeux, et pour mettre les petites boîtes et les objets de Marie-Antoinette. Malheureusement, ces meubles, on ne les a plus, ils ont été disparus. Bon, je pense qu'ils sont quelque part, hein, ça n'a pas disparu comme ça. Bon, peut-être qu'on va les retrouver un de ces quatre. Ce serait fou d'ailleurs de retrouver un de ces quatre, ces meubles, et de mettre la collection dedans comme si c'était à l'époque de Marie-Antoinette. En tout cas, sachez que ces éléments ces boîtes étaient exposées dans ce qu'on appelle le cabinet doré. Et ça porte bien son nom, puisque l'idée c'était vraiment d'avoir un cabinet où vous en avez plein les yeux. Et c'était vraiment la volonté de Marie-Antoinette. Donc c'était pas le cabinet japonais, c'était le cabinet doré. Et dans le cabinet doré, on a eu tous ces objets qui étaient japonais. Vous avez compris. Je vous ai mis ici donc les objets, certains objets que j'ai pu vous présenter ici. On voit l'écritoire ici, là, que je vous ai présenté tout à l'heure. On a les aiguières, on a en plus un pot ici, qui est incroyable aussi. Je vous ai pas montré, mais qui est assez fou. Et à droite, c'est un type de meuble, puisque comme je vous dis, on n'a plus le meuble de Riesner de l'époque, mais pour que vous puissiez voir un peu, comprendre la gueule, voir la gueule des meubles de l'époque. Donc c'est des choses, si vous visitez des musées, des châteaux, c'est ce genre de meubles. Hein. Donc je rentre pas dans le détail du type de meuble, mais ce sont des meubles à porte, des choses qui s'ouvrent, utilisables comme aujourd'hui, comme votre armoire, sauf que c'était des portes laquées, finement laquées, avec plein des fleurs, des machins, des éléments incroyables. Vous en avez, comme je disais, plein les yeux. Et là, on est vraiment sur un mix. Vous voyez au milieu, même j'ai un peu l'alerte. Je sais pas si je peux déplacer l'alerte pour vous. Bon, je pense que vous arrivez quand même à voir le meuble. Voilà, vous imaginez mettre vos figurines, là, vos petites boîtes ou vos chaussures dans ce genre de meuble. Voilà. Bref, vous avez compris. Je vous mets un petit lien rapide. Je vais pas le mettre là parce que ça dure 8 minutes et je vois que l'heure tourne. Vous avez ici vraiment une vidéo très intéressante qui parle des lacs pour l'Orient. Donc justement par rapport à ce que je viens de dire, les lacs pour l'Orient de cette époque du 18e, qui Marie-Antoinette & Co. et consorts aimaient l'Orient. Et comme ils aimaient l'Orient, ils ont aimé des objets, et comme je disais, ils ont aimé paravent, ils ont aimé de faire faire des meubles à leur création, leurs créateurs, leurs ébénistes, dans le style 2, ou en utilisant les techniques japonaises & co. Donc c'est là-dedans, vous avez plein de références. Voilà, le goût, ça aussi c'est un bon livre. Hein. Le goût pour les lacs d'Orient en France, 17-18e, édition Monel.io. J'ai pas regardé s'il était encore disponible, mais je pense que oui, celui-ci doit être encore disponible. Et c'est 8 minutes là-dessus, il vous parle justement de son livre, Les goûts pour les lacs d'Orient. Ça peut vous intéresser, je vous mets le lien. Normalement, YouTube. Alors si sur YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube, sachez que je mettrai ce lien dans la description YouTube. Voilà. Paf. Pour Twitch, je vous l'épingle, comme ça vous l'avez même en haut jusqu'à la fin du live. Je termine cette petite présentation des lacs par juste une petite image, si j'arrive bien à cliquer dessus. Voilà. Sur l'après. Qu'est-ce qu'on a fait de ces boîtes après? Parce que vous savez qu'il y a eu quand même la Révolution. Si vous ne savez pas ce qui s'est passé, je vous laisse regarder vos histoires. Elle a protégé pendant la Révolution ses lacs. C'est un peu son bijou, son cadeau. Hein.
son truc à elle, hein, elle voulait pas vraiment pas qu'on y touche. Et elles ont été confiées à un marchand de confiance, et au fil du temps, bon voilà, ça a été transféré évidemment au Louvre. On est vraiment, si vous avez la chance de les voir, comme je vous l'ai dit, c'est un peu éparpillé puisque c'est entre guillemets Versailles et le Louvre, mais vous avez la possibilité de voir toutes ces petites boîtes japonaises ici. Au Japon, on va pas voir ce type de boîte. On va pas voir ce type de boîte. Évidemment, on en voit, mais on va pas voir celles qui sont plutôt occidentalisées dans leur rendu. Ouais, les coques, les trucs un peu particuliers, les trucs qu'on voit pas nécessairement au Japon, puisqu'évidemment toutes ces boîtes ont été faites pour l'Occident, pour l'Europe, et ces riches personnes, dont Marie-Antoinette. Mais voilà, il y a une variété incroyable. Vous avez aujourd'hui des gens qui vont collectionner ces pièces, qui sont très difficiles à trouver si on a un budget qui est pas foufou. Voilà, je vous le dis. Et si c'est normal, oui, qu'on en trouve moins au Japon. Moi, ce que je trouve ce qui est intéressant, c'est l'idée, pour terminer juste sur ce sujet des boîtes de Marie-Antoinette, c'est que je trouve que, c'est je trouve une création artistique d'une époque. C'est-à-dire d'une époque faite pour un peuple, les Européens. Les Japonais ont très bien compris ce qui plaisait aux Européens, à ces riches Européens. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des choses, certes japonaises, avec les techniques japonaises, mais on va complètement les faire dans votre goût, à la forme, des éléments qui seront reconnaissables pour vous et qui vont vous faire voyager. Et c'est là où c'est fou. Et puis deuxième point important de cette époque, c'est de voir les créations du pays, par exemple les mobiliers de Riesner, qui eux, ces créations-là, qui se sont inspirées des techniques artisanales japonaises pour en faire du mobilier, pour en faire plein de choses. Et là, on va être dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est l'Europe et les créateurs d'ici qui se sont nourris du Japon, etc. C'est ça qui est assez, c'est assez fou. C'est de la commande particulière. Alors, il y a eu quelques commandes particulières, mais a priori, je dis a priori, il y a eu plusieurs cadeaux aussi qui ont été faits entre les ducs, duchesses, etc., qui ils se sont offerts aussi des choses. Je vous ai dit, elles rachetaient aussi des choses depuis les grandes ventes d'Aristo qui avaient eux-mêmes des collections. Maintenant, il y a aussi eu des cadeaux qui ont été faits. En tout cas, si on voulait faire plaisir à l'époque à Marie-Antoinette, je ne suis pas spécialiste, je le redis encore, de l'histoire de France et en particulier de Marie-Antoinette. Vous savez, Marie-Antoinette, c'est une histoire comme vous avez Napoléon. Vous avez des passionnés de Marie-Antoinette qui vivent Marie-Antoinette. Vous avez des passionnés de Napoléon qui vivent Napoléon. Vous avez, voilà. C'est des gens qui connaissent parfaitement. Donc aujourd'hui, moi, à mon niveau, je serais incapable de vous dire qui a offert des boîtes à Marie-Antoinette. Peut-être qu'on peut le remonter l'information, mais en tout cas, ça a été, au-delà de commandes particulières, ça a été des cadeaux. Voilà. Mais ce n'a pas été des cadeaux de l'empereur. En tout cas, il n'y a pas de... toutes les petites boîtes qu'on voit, c'est pas l'empereur qui a offert des cadeaux. On était encore Edo, hein, donc je rappelle l'Empire 1862. Hein. Donc ce n'est pas en tout cas les riches daimyo qui auraient pu offrir des boîtes. Voilà. Je dis empereur, mais non, hein, à la période on n'est pas à l'Empire. Hein. Autant pour moi. Je rappelle, hein, l'Empire Meiji 1862. Ok. Donc on est après Marie-Antoinette. Ah oui, le cadeau peut être une commande particulière, tout à fait. On savait à l'époque que Marie-Antoinette adorait toutes ces petites boîtes, donc le fait, vous voulez faire plaisir à Marie-Antoinette, tu fais une commande de petites boîtes. Voilà. Donc ça c'est justement, et je vais terminer juste là-dessus, un point que j'aimerais bien élucider, un peu mieux comprendre. Je dis, à mon avis c'est très difficile à faire pour tous les objets, mais au moins pour certains objets, on va être capable d'identifier, je pense que ça a été étudié, hein, cette histoire-là. Vous savez, beaucoup de sujets ont déjà été étudiés dans le domaine de l'histoire de l'art, des échanges entre l'Occident et l'Asie. Je serais très curieux de comprendre, donc si je trouve l'info, je vous la transmets. Une commande, une demande de Marie-Antoinette, si on a l'info, ou une commande pour un cadeau, comment, essayer de remonter l'info, comment ça a été fait. C'est-à-dire le type, celui qui a demandé « je veux une boîte », celui qui a transmis l'info, est-ce que c'est un marchand? Comment ça arrive au Japon? Comment ça a été créé au Japon? Comment? Et ça a été retransporté par qui? Quelle compagnie? Les Hollandais? Je ne sais pas. Bref. Comment c'est revenu ici? Et j'aimerais bien arriver à faire ce trajet-là pour une boîte. Voilà. Alors, je pense que c'est très difficile. En tout cas, pour tout avoir ça, c'est
très difficile, voire même dans certains cas impossible, mais j'aimerais bien comprendre ça, et si j'ai l'info, je ferai évidemment le plaisir de vous partager ça. J'espère que ça vous a plu, ce petit live.